passé hier soir à Opéra? Non, je sais pas du tout. T'es pas au courant? Absolument pas. Il y a un mec, un Tchétchène, 20 ans, né en 97, qui se promenait dans le quartier de l'Opéra là. Ouais. Et il a agressé au couteau aléatoirement des passants. Ouais. Donc il a poignardé 5 personnes. Il a tué un mec, un passant. Les autres ont été blessés. Il y en a une qui a été grièvement blessée, mais finalement elle a été sauvée ce matin par les gentils, enfin les médecins. Et le Tchétchène a crié à la Akbar, et les mecs ont couru dans tous les sens, et finalement Comme à Londres, quoi. Voilà, les policiers sont intervenus sous 20 minutes. Ouais. Et ils ont abattu le mec, quoi. 20 minutes Ouais, 19 minutes. à Opéra. Ouais. Comme quoi ils sont pas prêts. Et alors ça c'est une première réflexion, parce que dans les médias ils se félicitent quand même qu'il soit intervenu sous si peu de temps, quoi. Et deuxième chose, moi là où je suis choqué, parce que j'ai regardé un peu quelques vidéos amateurs de passants et tout. Ouais. Putain, les mecs n'ont fait que courir, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une femme, il y a un serveur qui disait qu'il y avait une femme qui courait. Elle a essayé de se réfugier en fait dans un restaurant, et apparemment elle n'a pas pu y rentrer. Alors on ne sait pas pourquoi. Et il y a l'agresseur qui est arrivé vers elle. À ce moment-là, le copain est arrivé et l'autre a voulu l'agresser. Donc du coup, le mec est parti courir dans l'autre sens. Voilà, les mecs. Et il a voulu aller dans un restaurant où il y avait une queue, et finalement il y a eu un gros brouhaha, et tout le monde est parti dans tous les sens. Et je me disais, mais c'est quand même incroyable. En fait, finalement, un mec avec un couteau n'a pu être arrêté que par la police. Alors ça, il y a plusieurs. J'ai déjà vu plusieurs choses là-dessus. Déjà, il faut prendre en compte plusieurs choses. Déjà, en France, il y a cette espèce de terreur du terrorisme en ce moment. Et il y a le fait que quand les gens commencent à entendre Allahu Akbar, machin, ils ont peur que ça explose. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont été traumatisés. Moi, ça m'a beaucoup choqué. Il y a beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient proches de moi, qui ont été littéralement traumatisés à l'idée de que quelqu'un puisse leur vouloir du mal gratuitement. Ouais. En tout cas pour ce que eux percevaient comme de la gratuité. Ouais. Moi ça m'a pas du tout surpris, parce que je m'y attendais, je savais que ça allait arriver. Je parle des attentats qu'il y avait eu au Bataclan, etc. Il y a beaucoup de gens pour qui je me suis rendu compte que beaucoup de gens avaient une idée de la violence gratuite, motivée par des idéologies fortes. Donc elles peuvent être religieuses, elles auraient pu être politiques, complètement c'est l'idée de cette violence, ça leur était complètement étranger. Et ils n'arrivent pas à se remettre de l'idée que quelqu'un les hait pour des raisons qu'eux ne comprennent pas. Donc il y a ça. Ensuite, il y a un véritable problème, c'est que il y a cette espèce de syndrome du témoin là, où personne n'agit, tout le monde pense à sauver sa peau. J'écoutais un podcast sur les armes à feu et sur les school shootings aux États-Unis, où des types des gamins arrivent dans leurs universités, ou parfois dans leur lycée, et parfois même plus jeunes, au collège, avec des armes, et se mettent à dézinguer tous les autres élèves. Ouais. De façon, encore une fois, qui paraît gratuite aux yeux de ceux qui sont victimes. Ouais. Et ils expliquaient qu'en gros, parce qu'il y a eu toutes ces polémiques, je sais pas si tu te souviens, où récemment, je sais pas si tu as entendu ça, où on se demandait s'il fallait pas armer les profs. Ouais. Bref, on se retrouvait dans une situation où on se rendait compte que pour neutraliser une personne armée d'une arme à feu, donc quelque chose d'encore plus dévastateur qu'une arme blanche, il fallait 3 personnes pouvaient venir à bout d'un forcené, facilement. Ouais. Mais qu'on n'enseignait pas aux élèves dans les protocoles l'idée que à 3 on peut empêcher 20 personnes de mourir ou plus. Ouais. On leur enseignait, cachez-vous dans les placards, fuyez le lieu de
de l'attaque, planquez-vous sous vos bureaux, etc. Ce qui au final causait encore plus de victimes et surtout créer un sentiment d'insécurité et de peur encore plus important. Ouais. Alors que dans les écoles où il y a eu cette démarche d'essayer d'enseigner aux élèves, ok, si vous avez un forcené qui arrive, un sur chaque jambe, un sur le bras, saisissez quelque chose pour le mettre entre vous et lui pendant que vous lui foncez dessus, parce que ça peut prendre la balle ou au moins la ralentir pour que les blessures soient moins importantes. Ouais. Mais l'idée était que à se mettre, il y a une chance que quelqu'un se fasse blesser, une chance que quelqu'un meure en essayant, mais vous allez limiter, vous allez au final vous limitez les possibilités de nuire de l'agresseur. Et dans les écoles où ce genre de protocole a été mis en place, le niveau d'anxiété était plus bas. Ouais. Et c'était dans des écoles où même dans des écoles où ce genre d'événement avait déjà eu lieu, le niveau d'anxiété avait descendu. Ouais. Parce qu'il y avait quelque chose de proactif et l'idée qu'on peut prendre la situation en main et prendre son destin en main. Ouais. Tu sais quoi, je vais juste ouvrir une parenthèse. Moi, ça m'a fait penser à l'attaque à Nice, là, au camion, où effectivement il y a eu 80 morts. Et dans le lot, il y a des gens qui ont pris des mobylettes et qui ont poursuivi le gars. Exactement. En mobilette. Donc ils sont allés en proaction, tu vois. Eux n'ont rien eu au final. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est que eux sont allés à l'affrontement. Je veux dire, il fallait poursuivre un camion, essayer de monter dedans et tout. Eux n'ont rien eu, mais les gens, alors ok, on peut rentrer dans le détail du fait, voilà, quand tu es surpris, etc. Mais je trouve que là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que les gens qui se sont battus ont eu moins de dégâts que des gens pas essayistes peut-être. Si tu regardes, on avait un peu surpris par la situation. On en avait parlé, tu sais, quand on disait que les membres des forces spéciales avaient été moins victimes de stress post-traumatique que les GI, enfin c'est parce que c'était des études aux États-Unis, des GI moyens qui attendaient sur leur tourette que l'engagement qu'il y ait un engagement pour pouvoir tirer, donc qui étaient toujours stressés à l'idée de se faire attaquer, alors que les forces spéciales qui sont proactives, à qui on donne un objectif à remplir, même s'ils voient au final beaucoup plus de sang, beaucoup plus de violence, beaucoup plus de combats, sont quasiment pas victimes de stress post-traumatique. Le fait d'être actif, même si c'est actif dans une situation de violence, ça donne ça permet de l'aborder de façon beaucoup plus saine au final. Il y a une différence entre violence et combat. Oui, mais là je parle d'une situation de violence, c'est-à-dire que le combat c'est une forme de violence après. Mais le fait d'aller... Tu vois, pour moi la violence ça n'a pas une connotation négative. Je vais te prendre notre parallèle. Je viens de voir le combat de l'UFC 224 de Pennington contre comment elle s'appelle, la brésilienne là, pour le titre. Ouais. Il faut savoir qu'à la base ils sont amis les deux. Ouais. Genre, et qu'ils ont mis une parenthèse et ils se sont battus mais comme des démons, mais que l'affection était toujours là. Enfin, oui, mais ça n'empêche que c'est violent. La violence c'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Ouais. On est dans la violence, hein. Ça c'est une autre petite parenthèse. Après on reviendra sur ce qu'on disait. Je pense pas qu'il faille considérer le mot violence comme quelque chose de fondamentalement négatif, d'accord? La vague du surfeur elle est violente, la réaction dans la voiture, la réaction explosive dans ton moteur elle est violente, d'accord? Il n'y a pas de... La violence c'est ce qu'on en fait, d'accord? Mais après il y a il y a une différence entre la violence gratuite et la violence dans un combat, dans une cage, etc. Ouais. Ok. Mais ce que je disais, donc je pense que il faudrait responsabiliser les gens et leur apprendre. En fait, il ne faut pas constamment vouloir s'appuyer et déléguer la violence, d'accord, ou déléguer en tout cas sa propre sécurité, on va dire. Déléguer sa propre sécurité aux forces de l'ordre, aux autorités. Encore une fois, je reparle de podcast. J'écoutais un podcast sur un podcast de Sam Harris qui est disponible sur iTunes. Le titre le nom de son podcast c'est Waking Up et celui-là s'appelle In Defense of Honor et où il invitait
le nom de l'invité m'échappe, mais un professeur d'université qui étudiait les cultures qu'on appelle les cultures d'honneur. Parce que et ils essayaient d'isoler quels étaient les points positifs et négatifs dans les cultures d'honneur. Donc il y a les points négatifs dont on entend souvent parler, c'est-à-dire les crimes d'honneur, les vendettas, etc. Ouais. Mais aussi les points positifs. Et l'un d'entre eux était la responsabilisation de l'individu et le fait qu'on l'encourage à se prendre en main et à se défendre lui-même et sa communauté en cas de situation violente. Ouais. Il y aurait une honte parce que les cultures de l'honneur sont des cultures de honte, pas des cultures de culpabilité comme en généralement. Et on peut trouver un équilibre à ce niveau-là. Mais en gros, il y aurait une honte dans une culture d'honneur à fuir en voyant une femme se faire poignarder. Ouais. Et tu trouves ces cultures d'honneur spécifiquement dans quelle région Alors tu les trouves dans beaucoup d'endroits. Tu les as trouvés en France énormément. Ouais. C'est par hasard si à une époque, particulièrement au sein enfin à l'origine, ça trouve son origine au sein des milieux aristocratiques, par exemple, c'est-à-dire où un soufflet avec un gant voulait dire qu'on se retrouvait le lendemain à 5h du matin pour se tirer une balle, ou s'entretiper à l'épée, ce qui est pas rien, et pour un mot. Ouais. Il y a apparemment alors une des choses très intéressantes qui était dite là. Et alors, il faut que j'ai commandé le livre dont il parlait, mais le titre m'échappe. Enfin, j'ai écrit le nom, je l'ai pas commandé encore. C'est que dans les cultures agricoles, c'est-à-dire qui dépendent de l'agriculture, alors ça veut pas dire qu'il peut y avoir des cultures d'honneur, Japon par exemple, mais sont généralement moins des cultures d'honneur que les cultures d'éleveurs. C'est-à-dire les cultures d'éleveurs de bétail sont quasiment universellement des cultures d'honneur. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'un éleveur de bétail peut tout perdre, toute sa richesse, d'un moment à l'autre. Ouais. C'est-à-dire que si la richesse d'un homme ou d'un individu est mesurée par le nombre de chevaux ou le nombre de moutons qu'il a, si le lendemain tous ses moutons meurent ou tous sont tués ou tous ses moutons ou ses chevaux sont volés, il devient pauvre d'une seconde à l'autre. D'accord. Donc c'est extrêmement facile de déplacer un troupeau d'un endroit à un autre. Ouais. D'accord, c'est plus facile de voler un troupeau qu'un lopin de terre. Donc, ce sont des cultures. Alors ça, et alors il donnait des exemples. Donc les Mongols, les Maasai, les sous-régions dans des pays donc en Europe, par exemple en France. Les Basques, etc. Où en gros, ils expliquaient que les Corses, que dans ces cultures-là, il faut absolument projeter une image. Comme c'est très facile de voler un troupeau, il faut toujours qu'il y ait des conséquences, projeter l'idée qu'il y ait des conséquences au fait de s'en prendre à toi et à ton bétail et donc par extension après à ta famille, etc. L'induction. Voilà. Induire. Il faut qu'il y ait une il faut induire exactement qu'il y aura des conséquences parfois extrêmement graves au fait de même considérer qu'on puisse s'en prendre à votre groupe social ou à son bien, à sa source de richesse. D'accord. Sa culture, à ses fondements, à son patrimoine. Parce qu'après ça s'étend. Ouais. Donc c'est intéressant. Mais donc oui, je pense, et donc ce podcast était intéressant parce qu'il y avait cette idée qu'il y a eu un rejet de la culture d'honneur extrêmement fort au cours des 50 dernières années, ou même un peu plus, et qu'il fallait revenir, qu'il fallait en fait, comme souvent, peut-être mesurer notre propos et notre vision, et essayer plutôt que de rejeter quelque chose qui au final est extrêmement, on va dire,
attractif pour beaucoup de personnes. Ouais. L'idée de l'honneur c'est une des raisons pour laquelle beaucoup de gens vont s'engager dans les forces armées ou cette idée où certaines personnes vont s'orienter peut-être vers des idéologies un peu plus extrêmes. Qu'en gros il fallait peut-être isoler ce qui avait de bon, prendre ce qu'il y avait de bon à prendre et créer un compromis culturel auquel dont tout le monde pourrait profiter. J'ai vu au niveau de par exemple il parlait aussi de quelque chose qu'on appelle sur internet le justice porn, porno de la justice, c'est-à-dire en gros le truc général étant vous avez par exemple un type qui va s'en prendre à quelqu'un qui a l'air plus faible et plus petit que lui et qui se prend un high kick et boum c'est fini. Ouais. Et il y a tout un sous-genre sur internet de ça, ils appellent ça instant justice ou justice porn. Donc c'est quoi, en gros c'est quelque chose de satisfaisant, c'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui s'en prend à quelqu'un d'autre de façon inexcusable, ouais, et qui en paye le prix de façon immédiate et violente quelques secondes après, tu vois. Donc tu vas voir, c'est le petit gamin qu'on avait vu, le petit gros qui se faisait taper dans son école, ouais, qui jetait un petit Zangief qui jetait un autre gamin, ouais, un type d'un type qui s'en prend à une femme, qui pince les fesses d'une femme dans un restaurant, pas de bol, cette nana elle combat l'Invicta, elle le met KO, ouais. des choses comme ça, tu vois, donc on voit et qu'en gros, et ce qu'ils expliquaient, c'est que ces vidéos il y a un côté extrêmement satisfaisant à regarder ces vidéos. Il y a une satisfaction profonde, ouais, qui est humaine, quand on regarde ces vidéos, et que c'est lié justement à cette idée et que c'est lié à cette idée de voir quelqu'un se faire justice lui-même, mais de façon complètement légitime. Ouais. Personne ne pourrait nier que on ne doit pas, personne. Idéalement, on ne devrait pas pouvoir remettre en question le fait qu'on ne peut pas pincer les fesses d'une nana dans un restaurant. Même celui qui applique les lois, voilà, au fond de lui-même, au fond de lui, authentique, voilà, il va se dire bon, c'était quand même bien sympa. C'était quand même et donc c'est quelque chose qui est ancré en nous. C'est pas juste une construction sociale, l'idée de responsabilité, d'honneur. Ouais. Mais c'est très dur à définir, et un des arguments qui était avancé pour expliquer pourquoi on en parlait souvent assez peu aujourd'hui, c'était que c'est que les philosophes et les professeurs de philosophie aiment bien que leur concept soit très clair, ouais, et que l'honneur c'est quelque chose au final d'assez difficile à définir, ouais, et d'assez difficile à quantifier. Ouais. Mais donc oui, je pense que apprendre aux gens qui a plus de qui a un plus grand, alors il y a un côté un plus grand prestige, mais aussi qu'on y gagne au niveau de la façon dont on va après revivre l'expérience quand on s'en prend à l'agresseur. Gratuit, par exemple là, le type avec le couteau à Opéra, leur apprendre qu'il y a un bénéfice à plein de niveaux à faire ça, je pense qu'on rajouterait une notion positive dans la société. Oui, bien sûr. Et tu vois, comment dire, il y a, tu sais, nous on est dans le milieu des sports de combat. Et j'ai écouté, tu vois, juste derrière des réactions de la communauté sportive qui disaient, tu avais des gens qui disaient clairement, qui étaient choqués par le fait que personne n'ait réagi, ouais, et tout, et qui disaient, moi je préfère être sur le banc des accusés que entouré des planches d'un cercueil, tu vois. Bien sûr, mais c'est parce que c'est des gens aussi qui ont des trucs mignons ici, hein, des gens qui ont eu à faire face à des situations de violence et qui ont le temps d'y penser. Ouais. C'est-à-dire que ils ont intégré la notion de violence. Ouais. C'est-à-dire que pour eux, il y a la supposition de que se passerait-il si j'empoignais quelqu'un, ouais, est pas abstraite. Ouais. Pour beaucoup de gens, c'est quelque chose de tellement abstrait. Je donnais l'exemple de cette personne qui
qui était, enfin, je donne l'exemple d'une personne qui pleurait après les attentats alors qu'elle avait été à des kilomètres, mais qui avait été tellement choquée qu'elle n'arrivait pas à dormir. C'est parce que c'était quelqu'un qui avait jamais eu à faire face, et c'est courant, qui avait jamais eu à faire face à la violence, à qui on avait appris que la violence était quelque chose de systématiquement barbare et passéiste, et qu'il fallait le dépasser et que c'était pas bien. Résultat, quand elle se retrouvait face à la violence, elle était incapable de faire face à l'idée même qu'on puisse s'en prendre à elle. C'est terrible, hein? Parce que c'est ce qu'on appelle un blind spot en anglais, hein. C'est quelque chose c'est cette espèce d'angle mort qui peut mener une société à la catastrophe. Et est-ce que tu penses que si par exemple dans les gens qui étaient, bon, on le sait que c'est pas la majeure partie, mais si par exemple les gens qui étaient en contact avec ce qui s'est passé hier sur on va dire un rayon de, j'en sais pas moi, de 100 mètres, et si 90% ou 100% des gens étaient des BGistes ou des luttadors, ils se seraient cassé la gueule, hein, et quelqu'un lui aurait cassé une table sur la tête. Oui, c'est ça, mais sans faire du calcul, hein, c'est-à-dire naturellement. Non. Je pense que tout le monde l'aurait pas, mais je pense que naturellement l'instinct aurait pris le dessus pour plusieurs raisons. Un, parce que il y a cette idée que beaucoup d'entre eux ont sont capables de se rendre compte que qu'il y a une escalade. Ouais. C'est-à-dire qu'en voyant l'escalade, le type plante une personne, puis deux, puis trois, commence à crier, que ça ne va être que pire. La situation ne va faire qu'empirer, donc il faut faire quelque chose. Alors, et je parle que j'ai vu, enfin, on connaît, enfin, j'étais avec l'entre hier. Je peux vous dire que ce serait pas passé comme ça, hein. Le frachet, il aurait réagi tout de suite, hein. Mais donc il y a ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque part une solution rationnelle à ça, c'est-à-dire que il faut apprendre aux gens. Tu vois, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est que j'ai l'impression de vivre dans une société démunie. Tu vois, c'est une société mais qui n'a pas toujours été. C'est ça qui est terrible. C'est qu'après on leur apprend on essaie de dire aux gens que c'est ce qu'ils sont culturellement, alors que ça a pas été, c'est pas le cas. C'est quelque chose d'assez récent. Ouais. En plus de ça, il faut apprendre aux gens que le préjudice, la douleur, les conséquences morales de n'avoir rien fait sont plus importantes que les conséquences morales d'avoir fait quelque chose. Ouais. D'accord ? Que les conséquences physiques d'avoir fait quelque chose. Ouais. C'est-à-dire, il vaut mieux une estafilade que la honte de n'avoir rien fait. Moi, je suis pas, tu vois. Et ça, mais alors après, ça passe par des actions quotidiennes. C'est-à-dire qu'il faut pas attendre que quelqu'un se fasse planter parce que c'est une situation qui est trop extrême aussi. Ça, il faut en parler. Ouais. Qui est trop extrême pour que pour être abordé de front. Si ces gens-là si une grande partie des gens qui étaient là n'avaient pas, ont pas pu agir de façon efficace, c'est aussi peut-être et sans doute parce qu'ils n'ont jamais, ils ne se responsabilisent pas au quotidien dans ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'y a pas d'impératif moral dans leur quotidien. J'ai un exemple tout bête. Alors c'est quelque chose qui m'est arrivé hier, mais hier j'étais dans à la salle de muscu. Pour faire la préparation physique, et je jetais donc une balle sur un mur, et il y a un endroit où le mur n'était pas porteur, et j'ai enfoncé le mur avec. J'ai fini ma séance, je suis monté et je suis allé dire au type, écoute, j'ai enfoncé le mur. C'est un endroit où il n'y a pas de caméra, et j'ai enfoncé le mur. Il m'a dit, t'es la seule personne qui soit jamais venue. On va faire des travaux, il n'y a pas de problème, t'en fais pas de toute façon, mais t'es la seule personne qui soit jamais venue pour nous dire, alors qu'il y a des pets il y a plein d'endroits où il y a des pets, t'es la seule personne qui soit jamais venue nous le dire. Et c'est par ce genre de petite responsabilité, parce que je n'aurais pas voulu aller me coucher en me disant que j'avais, et c'était pas une question c'était même pas une question de il faut être gentil, c'est le fait de vivre avec moi-même en me disant que j'avais
eu trop peur de le dire parce que j'avais peur des conséquences financières ou n'importe, c'est quelque chose avec lequel j'avais pas envie de vivre. D'accord. Il y a un film qui s'appelle Robbery que j'aime bien. Et il y a une phrase dedans qui m'a marqué. C'est l'honneur, c'est le don. Alors il parle d'un homme, mais ça peut être une personne. C'est le don qu'une personne se fait à elle-même. Ouais. Sa propre récompense, comme les bonnes manières. D'accord. Ah, c'est une bonne conclusion là. Voilà. Ouais, merci Eric pour ton impression sur ce qui s'est passé. T'as appris ce qui s'est passé. Hein, Ouais. Allez, on va aller prendre un café. Allez, à tout à l'heure.